Salut à tous, on se retrouve pour le TD sur la radioactivité et la médecine nucléaire. Donc il est lié au chapitre de physique, numéro 6, d'accord, sur la radioactivité justement et la médecine nucléaire, ça tombe bien. Alors il y a plusieurs activités qui vont être importantes, c'est pour ça qu'on fait ce TD, puisqu'elles vont être liées directement à la feuille de cours, d'accord. Donc chaque activité va se rapporter à des moments du cours. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors les définitions, tu les as ici, on en aura besoin à un moment donné. Donc il y a les termes importants, il y a nucléide, il y a éléments chimiques et il y a isotope. D'accord, je les souligne, ils seront importants. Alors tu as un petit boulot d'abord pour commencer, à l'aide du tableau périodique. À l'aide du tableau périodique que tu retrouveras dans chaque livre ou celui que je t'ai donné, tu peux compléter tout ce qu'il y a là. Alors, en fait, il y a un truc important, évidemment, c'est cette écriture qui est là. Alors, je sais que c'est un rappel qui peut remonter parfois à la seconde et que tu as utilisé un petit peu l'an dernier. Tous les atomes peuvent s'écrire sous cette forme-là. Donc, par exemple, tu as le cas ici avec de l'oxygène. Tu sais que son symbole, c'est O. Et ce que tu dois savoir, c'est que le chiffre le plus important, c'est celui qui va aller où? En haut, en bas? Ah bah ça, c'est la question. Donc, pour l'instant, on sait juste qu'il y a oxygène et qu'il y a deux chiffres qui se baladent, symbolisés par un A et symbolisés par un Z. On va en parler dans quelques instants. Alors, ici, l'oxygène, son symbole, c'est O. D'accord? Après, il nous faut Z, A, N. Son abondance, bon voilà, je l'ai mis, mais on s'en fiche un petit peu. Si tu veux y arriver, il te faut le tableau périodique. Donc, on va à la main. Tac, il arrive. L'oxygène, il va se balader de ce côté-ci du tableau périodique. Tu le vois là. Voilà, je me mets un peu de travers. Tu as les deux chiffres. Alors, il y a toujours le plus petit et un autre qui est plus grand. D'accord? C'est toujours comme ça, le plus petit en bas, le plus grand est en haut. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça là, c'est le nombre de protons, c'est les charges plus qui est dans le noyau. Et ça, en fait, ça va être lié au nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons, plus autre chose, plus les neutrons. D'accord? Donc proton ici, proton plus neutron, ça va donner 16. Donc tu as regardé combien il y en avait des protons, tu as vu qu'il y en avait 8. Le nombre de nucléons, 16. Si je veux avoir le nombre de neutrons, 16 moins 8, d'accord, pour avoir la différence, ça fait 8. Ok? Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'oxygène 16. Tu comprends pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 16 nucléons. On y va pour le suivant. Alors là, on t'a déjà fait la recherche dans le tableau périodique et il y a parfois d'autres formes d'oxygène. On remarque que le chiffre du bas ne change pas, sinon ce serait plus de l'oxygène. C'est le chiffre du haut qui va changer. Donc, quel est le nom de cet isotope? C'est de l'oxygène, mais de l'oxygène 17. D'accord? Le nombre de protons, c'est le chiffre du bas, il vaut toujours 8. Le nombre de nucléons, il vaut 17. Et si je veux avoir les protons, si je fais, le nombre de neutrons, ça va être 17 moins 8. Et là, forcément, j'ai une petite différence par rapport à avant. Je me retrouve avec un neutron de plus. Il y en a 8, il y en a 9, au lieu d'en avoir 8. Bon, donc tu remarques que ce qui est commun déjà au fait que ce soit de l'oxygène, c'est lui là. Ça, ce sera le nombre le plus important. C'est comme l'adresse pour une maison, d'accord, le numéro de l'atome, ici pour 8, on sait que c'est de l'oxygène. Ça va me faciliter la vie déjà, je vois que pour le suivant j'ai 8, ce sera de l'oxygène forcément. D'accord? Tout ce qui est en 8, c'est de l'oxygène. Tac, je vais le faire là aussi. J'avais pas fini, finalement le symbole ça peut être ça. Là on me dit le nombre de nucléons, c'est 18. Ok, donc pour avoir le nombre de neutrons, 18 moins 8, je tombe sur 10. Alors ça peut être un peu choquant pour certains, mais il n'y a pas qu'un seul type d'atome d'oxygène, il y en a plusieurs. Donc il y a l'oxygène 16, 17, et puis ici, je vais le noter, c'est le 18. Mais ils ne sont pas du tout aussi abondants les uns que les autres. Sur Terre, il y en a 99,77% du premier, donc c'est quasiment le seul. L'autre, on tombe
Ici, c'est le suivant, hein, à 0,2 et après à 0,04. Donc il y a vraiment une toute petite fraction de ces atomes-là qui existent. On appelle ça des isotopes. On reviendra dessus après. L'uranium, l'uranium 238. Quel est son symbole? Bon, alors, si tu ne sais pas son symbole, c'est pas très compliqué, c'est un U. Tu vas le trouver dans le tableau périodique, il est là. D'accord? Uranium, son numéro c'est 92 et son nombre de nucléons c'est 238. On y va, l'uranium symbole U, je vais changer de couleur, voilà. 238 en haut ou en bas? 238 c'est en haut. D'accord? Et tu avais compris que le numéro atomique qui est ici en bas, c'était combien? J'espère que tu as suivi. 92. D'accord? Tu regardes dans ton tableau si tu ne sais pas. 92, c'est le nombre de protons. Le nombre de nucléons, c'est 238. Tu remarques que c'est un atome qui est beaucoup plus gros que l'atome d'oxygène. D'accord? Il y a 238 nucléons au lieu de 17 ou 18. Et donc, 92 et 238, ça fait combien au niveau de la différence pour avoir le nombre de neutrons? Tu fais ta soustraction et tu tombes sur 146. D'accord? On fait la dernière ligne. On voit qu'il y a de l'uranium 235. D'accord? Donc uranium 235. Le nombre de protons ne change pas, sinon ce ne serait pas de l'uranium. Et si tu fais la soustraction, 235 moins 92, tu vas tomber sur 143. Voilà pour la première chose. Maintenant, on va utiliser les définitions qui sont notées là au-dessus. Alors, lesquels ici sont des isotopes? Trouver deux noyaux isotopes. Alors, isotope, on te rappelle que c'est quand on a le même nombre de protons, le même chiffre du bas, mais des nombres de nucléons qui sont différents. Alors, on va en trouver deux, il y en a plusieurs. Hein. Par exemple, ici, on va dire que l'oxygène 8, 16 et l'oxygène 8, je vais reprendre le 8, 17, sont isotopes. D'accord? Voilà, on voit pourquoi. Est-ce que deux isotopes appartiennent au même nucléide? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nucléide? La définition, elle est là. On nous dit même nombre de nucléons et même nombre de protons, ou charge Z. Ah non, alors du coup, même nucléide, on aurait les mêmes chiffres partout, en haut et en bas. Donc non. D'accord? Nucléide, c'est vraiment jumeaux, il faut avoir les mêmes chiffres partout. Dans le tableau précédent, combien y a-t-il d'éléments chimiques? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément chimique? C'est toutes les choses qui ont un nombre de protons différents. Là, on voit qu'il y a un élément chimique. C'est l'élément oxygène. D'accord? Tout ce qui est numéro 8, c'est de l'oxygène. Et ici, tout ce qui est numéro 92, c'est de l'uranium. U. Donc, deux éléments chimiques. Il y a O et U. D'accord? Combien y a-t-il de nucléides? Alors là, c'est à chaque fois que je vois des associations comme ça, qui sont uniques. Là, il y en a un, 16 et 8. Là, il y en a un autre, 17 et 8. 18 et 8, ça fait le troisième. Voilà, il y a 5 nucléides différents. Chaque ligne, en fait, c'était un nucléide. Ok? Voilà. Partie suivante. Les désintégrations radioactives. Alors, je te laisse lire si tu ne l'as pas déjà lu. Nous, on va revenir sur des événements qu'on connaît, comme gagner au loto, vieillir, et on va rajouter la désintégration nucléaire. Alors, est-ce que gagner au loto, c'est aléatoire? Oui, c'est aléatoire. D'accord? Sinon, si on était sûr de gagner, ça ne serait plus du loto. Inéluctable, ça veut dire que ça va forcément arriver. Est-ce que si je joue toute ma vie, je vais forcément gagner un jour? Bah non, sinon ce serait trop beau. Est-ce que c'était spontané? C'est-à-dire que est-ce que je peux gagner au loto sans rien faire, sans même remplir un bon de loto? Ah non, non plus. Il faut que je joue au loto pour que ça marche. D'accord? Donc gagner au loto avec une condition, c'est que c'est aléatoire. Est-ce que vieillir, c'est aléatoire? Non. Sinon, il y aurait des personnes qui ne vieilliraient pas. Est-ce que c'est inéluctable? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix? La réponse, c'est oui, on n'a pas le choix de vieillir. Malheureusement, c'est comme ça. Toi et moi, on vieillit.
Spontané, c'est oui aussi, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de choisir de le faire ou de faire une action ou quoi que ce soit pour que ça se fasse. Les désintégrations nucléaires, c'est encore plus combiné que ça, c'est-à-dire que c'est complètement aléatoire. Quand un atome se désintègre, ça peut être, je ne sais pas si j'ai 1 million d'atomes, je ne peux pas prévoir lequel ça va être. Il y en a un qui va se désintégrer, peut-être que c'est celui-là, peut-être que c'est celui-là, c'est complètement aléatoire. Est-ce que c'est inéluctable? La réponse c'est oui, quand j'ai une substance radioactive, elle va se désintégrer. Je ne sais juste pas quand ça va se passer. Est-ce que c'est spontané? La réponse c'est oui aussi. Une désintégration radioactive, pour une substance qui est radioactive évidemment, quand elle a lieu, eh ben, elle a lieu toute seule. D'accord? Même si on ne fait pas d'action, ça va pouvoir la provoquer. Donc voilà les 3 conditions qu'il faudra retenir pour le cours: aléatoire, inéluctable et spontané. Donc tu retiens bien que les désintégrations nucléaires, c'est ça, c'est quand on a un atome qu'on appelle pair, celui qu'on a au départ, qui est radioactif comme l'uranium, c'est-à-dire qu'à un moment il va se casser, il va réagir pour devenir un petit peu plus stable. Et tout ça, tout ce processus, c'est aléatoire, on ne sait pas lequel des atomes va le faire, c'est inéluctable, il va le faire forcément à un moment donné, et c'est spontané, c'est-à-dire qu'il le fait même sans l'intervention de l'homme. Du coup, toujours là-dessus, est-ce qu'une transformation chimique peut favoriser l'apparition d'une désintégration radioactive? Eh bien non. En fait, même si je fais pas de transformation chimique, un atome qui est radioactif et qui est présent dans de l'eau ou dans de l'uranium, je ne sais pas, il va se désintégrer, même si je ne fais pas réagir du tout cette substance. Voilà. Est-ce qu'on peut se protéger d'un rayonnement radioactif, par exemple en mettant de l'uranium au congélateur ou au frigo? Est-ce que ça va retarder la chose? Eh bien non plus. En fait, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Même pas la basse température. Bon, donc du coup, ça arrange pas trop nos affaires, c'est-à-dire qu'un truc radioactif, pour l'instant, on ne sait pas trop comment s'en protéger. Activité numéro 3. On va voir qu'il y a plusieurs types de désintégration radioactive. Alors, il y a 3 lettres grecques: alpha, bêta-, bêta+. D'accord? Donc, ces choses-là, c'est des termes qu'il faut connaître. D'accord? On va voir que bêta+ et bêta-, le nom va nous apporter quelque chose. D'accord? Et alpha, pour l'instant, on ne voit pas trop encore ce que ça veut dire. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. On va commencer par les particules alpha, en utilisant la notation AZX. Si tu as lu le document, tu vois qu'en fait, quand tu as un noyau qui est radioactif, si ce noyau est très lourd, c'est-à-dire que c'est un gros noyau, on voit plein ici de nucléons, des protons, des neutrons, il y en a plein. Il va se désintégrer, je ne sais pas si tu vois bien, et il va libérer une particule alpha, c'est-à-dire un petit bout qui se sépare et qui s'en va, vraiment un petit bout. Et ce petit bout, il est toujours comme ça. Il y a toujours 4 nucléons et 2 protons. Ça, c'est ce qu'on appelle la particule alpha. D'accord? C'est elle. Hop, je le fais un peu mieux. Cette particule alpha, tu as juste à compter et à reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a dit 4 nucléons, 2 protons. Ça veut dire que cette particule alpha, si j'utilise la notation AZX, c'est 4 nucléons, 2 protons. D'accord? Ça, c'est alpha, la fameuse particule alpha. Bon, maintenant, je peux regarder dans le tableau périodique, je vais chercher l'atome qui correspond au numéro 2. D'accord? Donc, tableau périodique. Et je vais voir que le fameux X ici, qui correspond à 2, 4, c'est... Alors, comme c'est rangé dans l'ordre, je ne vais pas chercher très très loin. Là, il y a le numéro 1, là, il y a le 3, donc le 2, hop, il est là, c'est lui, 2, 4. C'est ce qu'on appelle de l'hélium. Ouais, c'est le même qui donne la voix toute aiguë quand on parle. Eh bien, il y a des radioactivités qui envoient des particules d'hélium, on appelle ça des particules alpha, donc tu peux dire aussi des atomes d'hélium. Et malheureusement, c'est radioactif. D'accord? Alors, confonds pas avec le gaz qui te fait parler plus aigu. C'est dangereux parce que cette particule, elle est envoyée très très vite. C'est comme, oula, tu vois pas. C'est comme si on envoyait une particule à la vitesse d'une balle de canon. Forcément,
ça peut provoquer des dégâts. Alors, désintégration β-. On nous dit que le noyau gagne un proton, mais le nombre de nucléons ne change pas. Gagne un proton, nombre de nucléons ne change pas. Écrire la loi de conservation qui a lieu. Alors ça, c'est un peu comme quand on écrit une réaction chimique. On commence par mettre une flèche. On va mettre ce qu'on avait au départ et on va mettre ce qu'on obtient après. D'accord? Donc on va reprendre ici un petit peu. Donc je suis dans β-. On me dit, voilà, je peux voir avec le schéma, j'ai mon noyau, il a un problème, il a trop de neutrons, et donc pour devenir stable, il va éjecter quelque chose. Il va se séparer d'une particule β-. On me dit électron. Alors un électron, il a une charge négative E-, pardon. Donc cette charge négative -E, c'est -1. Où se trouvent les charges dans les écritures? C'est le nombre du bas. D'accord? Il n'y a pas de nucléon. Donc en fait, lors de la désintégration, on va écrire comme ça, qu'on a un noyau pair. Alors comme je ne sais pas qui c'est, on va ici écrire que ça c'est le pair. D'accord? Voilà, il a un nombre Z, un nombre A. Il va se désintégrer pour être plus stable. Il va donner Y. Alors traditionnellement, Y c'est le fils. D'accord? Mais il s'est séparé de quelque chose. Il s'est séparé d'une particule β-. Donc ici on a -1. Et il n'y a pas de nucléon. Ça fait ça. Ok? Si tu veux, ça, je te le note ici. C'est la fameuse particule β-. Tu comprends pourquoi il y a un -1. Alors s'il a perdu ça, à un moment il y a une conservation qui doit se faire. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme chiffre? Ben, regarde, s'il n'a pas perdu de nucléon, ici j'ai toujours A. Ok. Et le nombre du bas ici, eh bien c'est Z plus 1. J'espère que tu sais compter. C'est toujours comme ça quand tu fais une équation. Ce qui est à gauche et ce qui est à droite doit être égal. Donc compte bien en haut. Je vais te montrer. À gauche, on doit avoir A égale A plus 0. A égale A plus 0. Donc ça va. Et de l'autre côté, on a Z égale Z plus 1 moins 1. D'accord? Ça marche bien. Ok, bah là, tu as fait ta première désintégration β-. Ok, donc si tu es un petit peu perdu pour ça, pour l'instant, t'inquiète pas. Si tu as compris qu'ici, c'était la particule que j'ai traduite simplement ici du texte en équation, c'est déjà l'essentiel. Cette partie-là, on la reverra. Je continue, tu vas voir, c'est pas si long. La désintégration gamma, ah bah elle, tu vas bien l'aimer parce qu'il n'y a pas de particule qui va être émise. Si tu as lu, en fait, la particule gamma, elle est en lien avec le chapitre précédent. En fait, on envoie tout simplement une onde électromagnétique et il n'y a pas de particules. D'accord? Alors cette onde, elle peut être ionisante, on le sait, hein, depuis le chapitre précédent, mais il n'y a pas de particules. Ça veut dire que mon équation, tu vois là, il y a le truc avec la flèche, et ben on a le même nombre ici, A'Z, A'Z, ok? Et il y avait tout simplement un noyau qui était très excité dans le sens énergétique du terme. Il a beaucoup d'énergie, comme par exemple un truc qui se balade près d'un filament de lampe, ça a beaucoup d'énergie. Et du coup, ça en libère sous forme de rayonnement électromagnétique, ça peut faire de la lumière. Ici, ça envoie un rayon gamma, donc très énergétique. Tu as une petite étoile, si tu ne l'as pas vue, tu peux la mettre. Hein. On peut même souvent la mettre en rouge pour ne pas l'oublier. Et donc, pour se désexciter, on envoie un rayonnement gamma. Alors, je te montre quand même le truc. On nous dit que le cobalt se désintègre en un noyau fils de nickel, petite étoile. Donc le nickel est excité, il va devoir envoyer un rayonnement gamma pour revenir à son état normal. Écrire l'équation de la désexcitation, ça je suis sûr que tu vas apprécier, tu vas voir, c'est facile. On met 60 Ni28, étoile pour indiquer qu'il est excité. La réaction qui a lieu, paf, et ben on a le même atome, Ni28, 60, sauf qu'il est plus excité, mais qu'il a envoyé un rayonnement gamma. D'accord? Bon, alors ce serait trop beau si on s'arrêtait là, sinon ce serait Noël. Ce qu'on sait, c'est que c'est une onde électromagnétique, ce rayonnement gamma. D'accord? Donc ça, c'est une
OEM, je te le mets comme ça. Et ben oui, ça tombe bien, tu sais calculer l'énergie d'une onde électromagnétique depuis le chapitre précédent. Donc calculer l'énergie du rayonnement gamma. E égale H fois nu. D'accord, on nous donne sa fréquence, ça on ne peut pas l'inventer, ce serait pas possible. On nous donne H, la fameuse constante de Planck, donc tu fais ton calcul. Tu fais attention aux unités. Je te rappelle que E, tu vas l'avoir en joules. H, c'est en joules secondes, ça c'est donné. Et la fréquence est en Hertz, donc là pas de souci. Ok, attention, c'est moins 34. Ok, sinon ce serait énorme, il y a une petite faute. Donc 4,0 fois 10 puissance 20. D'accord. Tu tapes ça à ta calculatrice. Attention, hop, magie. 2,65, j'arrondis, 2,65 fois 10 puissance moins 13. 2,65, 10 moins 13. Unité joule. Voilà. Bon, tu vois, c'était pas trop dur, ça c'est un truc du chapitre précédent. On finit avec l'activité 5. Pour te montrer la chose suivante, c'est que un truc qui est radioactif, oui, ok, c'est dangereux, on a vu que c'était inéductable, spontané, aléatoire. La seule chose qui va nous sauver, c'est que comme ça se désintègre, eh ben, au bout d'un moment, il n'y en a plus. D'accord? Ça, c'est le point positif. C'est que la radioactivité, elle va diminuer au fur et à mesure que l'échantillon il se désintègre. Alors, tu noteras que des choses de la vie de tous les jours sont radioactives, même moi ou toi. C'est normal, on a en nous des atomes dont certains vont se désintégrer. D'accord? Alors, peu se désintègrent, on n'est pas de l'uranium, mais quand même, ça fait une petite activité radioactive. On peut déjà le vérifier, l'activité, c'est dans une unité qu'on reverra dans le cours. C'est en becquerel. D'accord? Confond pas avec le Becherel pour l'orthographe, ça c'est le becquerel. Becquerel, c'est un savant français qui a donné son nom à cette unité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de voir comment ça diminue la radioactivité. Ça, c'est très intéressant. On a un temps de départ où on a pris quelque chose qui était radioactif, on mesure son activité. C'est-à-dire que l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. On a des appareils, des petits compteurs, désintégration, qui vont mesurer combien il y a de désintégrations par seconde, puisqu'ils reçoivent les particules radioactives. Donc on sait comme ça, comme si on comptait le nombre de balles de tennis qui arrivent sur une raquette, on sait compter combien il y a de désintégrations. Donc prenons un temps de départ, et puis on va compter combien on a de désintégrations, et tu vas voir qu'il se passe un truc un peu spécial. Alors je te montre comment ça marche. Là, tu as un graphique à tracer. Hop, tu as une feuille que je t'avais déjà faite. Alors, il faut bien que tu lis le tableau, que tu lis LIE, le tableau, pas que tu lises le tableau qui est là, avec ça. Alors, prenons le départ. Ok, au départ, le temps, il est là. On a un nombre d'échantillons radioactifs. On va se mettre ici. On va prendre un chiffre pair, ce sera plus facile. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Disons qu'on a ici 8 ou 8000 ou 8 millions, comme tu veux, atomes radioactifs au départ. Ce qu'on apprend, c'est qu'au bout d'une durée, on n'en a plus que la moitié. Pourquoi? Parce que l'activité a été divisée par 2. Donc il y a moitié moins d'atomes qui sont radioactifs. D'accord? Donc à un certain moment, il y en a moitié moins que ça. Donc moitié moins que 8, ça fait 4. D'accord? Voilà. Au temps suivant, l'activité de départ, elle a été divisée par 4. 8 divisé par 4, même toi tu sais le faire, ça fait 2. Au temps suivant, l'activité, elle a été divisée par 8. Alors là, je pense que tout le monde sait le faire. 8 divisé par 8, ça fait 1. Et après, divisé par 16, ça fait 8 divisé par 16, ça fait 0,5. Donc ça nous amène ici.
Tu as donc, je vais essayer de te le tracer proprement, donc ça veut dire que je change de couleur, sinon tu vas encore dire que c'est pas propre. Voilà. Tu as donc quelque chose qui n'est pas une droite, c'est une courbe, et c'est une courbe de décroissance radioactive. Alors, ce qui n'est pas forcément hyper clair avec les deux documents, c'est pour ça que je te le montre, c'est qu'il y a un moment important, c'est quand ça a été divisé par 2, il y en a moitié moins. C'est ce qu'on va appeler le temps de demi-vie. Donc si là il y en a 8 et que tu es à 4, donc l'activité elle a été divisée par 2, d'accord ? L'activité de départ a été divisée par 2, 8 divisé par 2 ça fait 4. C'est ici un temps qu'on va appeler le temps de demi-vie. On note ça, un demi. Temps de demi-vie. C'est ce que ça veut dire, hein. La moitié des échantillons s'est désintégré. Et ça marche toujours, peu importe le temps de départ que tu prends. Regarde, ce temps de demi-vie ici, tu vois, il est là. C'est lui le temps de demi-vie. Je prends par rapport à 0, hop, il est là. Ça, c'est le temps de demi-vie. Si tu refais un temps de demi-vie, tu vas te retrouver ici. Bah regarde, ça marche toujours. Tu étais à 4, ça a été divisé par 2, tu arrives ici. Encore un autre temps de demi-vie. Ça fait toujours un carreau chez moi. Hein. 2 a été divisé par 2, ça fait plus que 1, etc., etc. Et donc, si on continuait, on arriverait forcément à quelque chose qui serait encore plus petit ici, la moitié, puis encore la moitié, puis après, quasiment plus rien. Voilà, donc si tu n'as pas de chance, dans la vie, et que tu es en face d'un matériau radioactif et que tu te trouves là, bah forcément, tu as beaucoup de désintégration devant toi, tu peux te faire ce qu'on appelle irradier. Mais si tu attends suffisamment longtemps, à force que ça se désintègre, à chaque fois il reste la moitié, puis la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié, etc. Bah, tu vas te retrouver avec quasiment plus rien qui est radioactif. Et donc là, ta chose radioactive, elle ne va être quasiment plus dangereuse. D'accord ? Toute la question, c'est de savoir combien de temps dure ce temps de demi-vie. Est-ce que ça dure 1 seconde ? Est-ce que ça dure 1 an ? Est-ce que ça dure 1000 ans ? Bah, ça va dépendre des atomes. D'accord ? Donc tu as des atomes qui perdent leur radioactivité en quelques secondes, d'autres en quelques heures, d'autres en quelques millions d'années. Voilà, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le cours. Voilà, bravo, t'es arrivé au bout de ce TD. Bon, on a un peu discuté, mais en gros, tu as toutes les informations qu'il faut maintenant pour pouvoir t'attaquer au cours. Allez, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. À bientôt.